Bonjour. Pouf, Mélissa n'est pas là, je vais lui envoyer un message. Je suis arrivé pile à 15h10, mais j'avais une horrible envie d'aller aux toilettes, donc je me suis dit, pour qu'on passe un enregistrement tranquille, il faut absolument que j'aille aux toilettes. Alors c'est les vacances, ça y est, Ça y est, on y est. ça fait du bien. Ouais, franchement, ouais, carrément, putain. C'est salvateur. Tu commences à en avoir marre. Ah ouais, putain, là, les 2 dernières semaines, c'était trop. Ah ouais? Voilà. Ah ouais, franchement, Ah ouais. juste affreux. Et toi, du coup? Bah moi, écoute, pas de vacances, mais chômage, donc Jusqu'à ça marche aussi. mars ou avril? Ouais, fin mars, début avril. Il faut que j'envoie Ouais. un message à mes employeurs parce que j'ai un truc à leur demander. Donc faut voir si ça passe ou si ça casse. Ah. Ouais, parce que du coup là je sors d'une réunion avec une asso, c'est un projet où du coup pour l'ascension on fait un campement paléolithique à Aubenas et le problème c'est que c'est l'ascension, donc faut que je demande à mon employeur si c'est ok de me donner au moins un jour, voire peut-être 2 sur l'ascension. Et comme c'est l'ascension, c'est un peu le truc touristique où il faut pas enfin où t'es obligé d'être là. Mais en même temps, du coup c'est quand même un projet qui me donne très envie, donc. Avec Mathieu? Non, ouais, enfin c'est pas avec Mathieu. Mathieu va prêter du matos, mais c'est avec Christy. Ah, ok. Ouais. Bien. Mais Christy fait partie de l'assaut de Mathieu, je crois, maintenant, il me semble. Ou inversement, je sais plus trop. T'as prévu quoi, du coup, pendant tes vacances? Rien, on me reposer. Ah, je ne bouge pas. Ah, ça c'est bien, ça Il y a aussi. pas des petits trucs à faire, il y a le jardin à préparer ou des petits travaux, mais ouais, rester en Ardèche. Reste 2 semaines de tranquillité à la maison Oh putain, ouais. avec les chats. Exactement, ouais. C'est trop important. Ça, c'est la belle vie, ça. En plus, il fait beau, en vrai, tu vas pouvoir faire des petites balades, j'imagine. Bah, il fait trop bon, quoi. Ouais, là, franchement, j'avoue que c'est un peu le moment idéal pour pouvoir faire des trucs, quoi. C'est chouette. Ouais. Voilà Mélissa qui est avec nous, il me semble. Mélissa, tu nous entends? C'est un nom. Alors, soit elle nous entend, mais en tout cas, elle ne peut pas. Ah, oula! Waouh! Du coup, ça veut dire oui, tu nous entends? En pleine séance de soulevé de terre. Ouais, c'est ça. Alors, Fais attends, des est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, mais en très grésillé, là. Au pire, tu peux toujours, tu peux toujours mettre l'appli sur ton téléphone, hein, vu qu'au final, on n'a pas de visio ni rien, on peut juste se parler. Si tu penses avoir un meilleur son avec ton téléphone. Parce que là, j'avoue que les grésillements seront probablement désagréables pour nos très chers auditeurs qui nous écouteront. Parce que là, c'est plus que des grésillements, comme dit Cyril, on a l'impression que tu es en train de te noyer. Tout à fait. Attends, je me déconnecte, je Oui, reviens. vas-y, ça marche. On va jouer la montre avec Cyril. On va jouer l'amour. Figure-toi d'ailleurs que j'étais dans le sud-ouest il y a pas si longtemps que ça, en plein milieu de la tempête. Ah ouais? Ouais. C'était pas Jojo, hein. C'est vrai. C'était pas Jojo. Non, Notre envoyé spécial. Bonjour, ouais! Pas du tout. Oh, waouh, c'est carrément mieux. Par contre, c'est très très fort. Je vais te baisser. Parce que je pense que j'ai l'habitude. C'est mieux ou pas du tout? C'est très très Ah mieux. oui. Super. Yes! Wouh! Marc est en train de te dire la procédure. Mais du coup, tu peux pas m'entendre. Bravo, Mélissa! Allez, Marc, Bravo. j'ai changé. Yes, bah bienvenue Mélissa, bienvenue Cyril, vous allez bien? Bien. Bah, ça va et toi? Bah ouais, ça va, moi ça me fait toujours super plaisir de vous avoir tous les deux dans cette émission, c'est incroyable. C'est votre premier De Rien et de Tout. De Rien et de Tout, c'est une émission qui est très 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 simple, c'est une émission où on se laisse aller, on est un peu, on en parlait au début, un peu comme l'eau, tu vois, les vagues de l'océan qui raclent les pierres, et les pierres sont notre conversation, et l'océan, c'est l'abondance de savoir que vous avez, et qui se transforme en sel qui est ensuite ingérée dans la nourriture par nos auditeuristes, qui apprendront plein de choses grâce à vous, j'en suis certain. Cette Je métaphore suis est un pas peu sûre que tu vas longue. apprendre plein de choses là, mais je vais essayer. Non, pas besoin d'apprendre des choses, c'est juste on est chill, on est relax, on discute de tout et de rien, c'est un peu le titre de l'émission, et c'est ça qui est vachement chouette. Donc déjà, vous me dites que vous allez très très bien, et surtout moi ce que j'aimerais vous dire, c'est que ça me fait plaisir de vous avoir, parce que je trouve que il y a une très bonne synergie quand vous êtes ensemble, puisque vous arrivez à parler de plein de choses chouettes, notamment de votre passion pour l'histoire de manière générale.
Pour le Et nazisme. bah voilà, on y est direct, on rentre cash. Avant de parler des vilains pas beaux nazis, on va parler tout simplement du concept même de l'histoire. Qu'est-ce qui toi, Cyril, d'un côté, t'a poussé à devenir professeur, car tu es professeur d'histoire, géographie, donc tu enseignes l'histoire et la géographie à notre très cher Bambin. Pourquoi cette matière? Pourquoi pas la physique quantique? Et toi, Mélissa, pourquoi est-ce que t'apprécies spécialement l'histoire? Qu'est-ce qui fait dans ta vie que tu t'es dit genre waouh, je veux absolument transmettre ça et pas forcément transmettre des choses sur la biologie des escargots au Zimbabwe? Tu veux commencer en premier, Cyril? Comme tu veux, vas-y, Vas-y, Eh Mélissa, ben, on je t'en t'écoute. prie, hein. Ah non, d'accord, trop de Ah non, politesse. c'est Cyril. Ouais, exactement. Ouais, bon. Moi, du coup, je pense que c'est à cause de ma mère, tout simplement. Non, mais j'ai des parents Dis-nous qui sont en très plus. fans d'histoire, de l'histoire romancée, en vrai, Ah de oui, la ok, ouais. Savoie, de tout ça, de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Ouais. Du coup, j'ai toujours kiffé ça. Je sais pas, les chevaliers savoyards, mon père qui peignait des figurines de Napoléon, donc les premières figurines que j'ai peintes. Ok. Et du coup, quand j'étais au lycée, j'étais un vrai bout en train, ce qui fait que j'ai dû choisir une autre orientation que celle prévue. Et il se trouve que j'étais en train de lire un livre sur les grandes batailles de l'histoire que m'avait prêté mon beau-frère. Et je me suis dit, bon, allez, go en histoire. Et voilà. Donc rien d'incroyable. Après, j'ai adoré, hein, du coup, c'est pour ça que je suis devenu professeur. J'ai adoré ce que j'ai appris et je me suis dit, faut pas que je sois le seul à le connaître, faut que tout le monde en profite de la véritable histoire, puisque j'étais dégoûté de l'histoire qu'on apprenait au lycée et au collège, qui était totalement fausse et biaisée et détournée et tout ce qu'on veut. Et je me suis dit, j'ai envie d'être professeur pour raconter la véritable histoire que j'ai appris à la faculté. Ok. Et voilà, fort est de constater que finalement, ça sert pas à grand chose. Ah merde, on est déjà au bilan et le bilan est négatif, c'est ça? C'est clair. Yes. Waouh, 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 waouh. Ok, d'accord. T'as un peu le même bilan, Mélissa? Faut savoir déjà si on se déprime direct ou pas. Non, je pense pas que j'ai le même bilan. Après, moi, j'avoue, je sais pas vraiment d'où ça sort, dans le sens où dans ma famille, c'est plutôt des sportifs, en fait, et les études et tout, c'est pas forcément trop le truc, et l'histoire, c'était pas un truc qu'on a... Enfin, ouais, ça peut pas être familial, je dirais plutôt que c'est probablement dû à l'école. J'ai des souvenirs qu'on a fait pas mal de sorties, tu sais, dans les musées, ce genre de trucs. Ouais. Et j'ai le souvenir d'avoir eu une étudiante en histoire de l'art qui était passée au lycée en première de mémoire. Et elle avait fait tout un exposé sur les tableaux d'il y a entre 500 ans et aujourd'hui, qui sont utilisés dans la pub, et qu'en fait tu vois tout le temps, et qu'en fait c'est des images qui sont réminiscentes, etc. Et j'avais trouvé ça hyper bien, et je me suis dit, en vrai, les études d'histoire de l'art, pourquoi pas? Et puis vu que j'ai pas arrivé à me décider quand j'ai eu 18 ans, j'ai fait histoire de l'art et archéologie. Voilà. Comme ça, il y avait pas de problème. Comme ça, effectivement, il y avait le tout. Donc ouais, finalement, c'est d'un côté, on a un parcours familial, de l'autre plutôt un parcours lié plutôt à la scolarité. Cyril, toi, t'avais l'air de pas trop aimer ta scolarité, j'ai l'impression. Ah oui, non, je suis pas du tout scolaire. Absolument pas. Et toi, Mélissa, par contre, tu l'étais beaucoup. Ouais, moi j'étais beaucoup plus scolaire. Après, ça voulait pas dire que j'étais une bonne élève, hein. J'étais pas une très bonne élève en histoire parce que j'avais du mal à comprendre. J'avais du mal à intégrer les dates et les personnages historiques dans une complexité de pensée, en fait. Et c'est vrai que quand t'as entre 15 et 18 ans, en tout cas dans mon cas, j'ai eu énormément de mal à comprendre le cheminement de pensée. Pourquoi est-ce que... comment tu construis l'histoire, en fait. Et moi, c'est un truc à l'école, pour le coup, si je devais devenir prof un jour, que j'essaierais vraiment de transmettre à mes élèves, c'est comment tu construis l'histoire. Et moi, j'avais l'impression qu'à l'école, on nous expliquait pas ça, en fait. Sur tout ce qu'on nous apprend, voilà, il y a un sens, et comment est-ce que l'histoire, elle se construit, et pourquoi est-ce qu'elle se construit comme ça. Et que, ouais, j'avais beaucoup de mal. Je comprenais pas aussi l'esprit critique. Pourquoi me demander de critiquer tout le temps les documents, et soit c'est moi qui ai mal écouté, soit il y a vraiment pas eu de vraie explication de à quoi ça sert l'histoire, pourquoi on fait ça, et etc., etc. Voilà. Après, vu que j'étais pas C'est toi qui as mal très... écouté, surtout. Merci Cyril. J'ai très mal écouté, alors. C'est le professeur qui te dit ça, Ça, Mélissa. c'est le prof qui dit ça. Et toi, Ouais, du coup, Cyril, ça fait 15 ans, dans tes cours, t'essayes un peu justement d'expliquer ce genre de choses, de à quoi ça sert, essayer d'avoir un truc qui soit moins forcément axé sur les dates. Parce que c'est vrai qu'on a tous eu donc pour nous les millennials, une éducation qui se tournait autour de très apprendre par cœur sans forcément avoir une forme de réflexion
de manière globale sur ce qu'on fait. C'est des choses qui changent aujourd'hui dans l'éducation nationale? Alors, normalement, oui, à peu près, dans l'idée, dans ce qui est voulu, mais dans ce qui est concret, pas du tout, hein. Dans ce qui est concret, tu essaies de te dépatouiller. T'es es surtout sur le fait social, au final. Les dates, on dit comme quoi il faut pas les apprendre par cœur, mais on nous demande qu'ils connaissent des grandes dates, évidemment. Mais sinon, tu es surtout dans la compréhension, dans la réflexion, dans la critique. Et c'est quelque chose qui est devenu presque, je sais pas, qui n'arrive pas à avoir de sens pour les élèves, en vrai. En vrai, les Ok, élèves préfèrent largement du roman plutôt qu'un sens scientifique à la chose. ok, ouais. C'est pour Donc ça c'est ce qui aussi est un d'ailleurs peu... une manière fantasmée de voir l'histoire marche mieux. Une bonne histoire, ça marche toujours mieux que simplement des faits scientifiques rabâchés, en fait. Et oui, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien me baser toujours sur des statistiques, sur des Ouais. chiffres, sur vraiment faire les choses scientifiquement. Et par contre, évidemment, quand je pars dans des délires, genre tu mets sur Napoléon, c'est fini, je te fais la marche de Russie dans la classe, et les gosses, c'est ce qu'ils préfèrent absolument. À chaque fois, ils me disent, putain, c'était incroyable. Et là, d'ailleurs, à la rentrée, je vais me taper les Grecs, la Grèce antique, et ça, c'est... oh, je surkiffe. Et je sais que les gosses, ils vont énormément kiffer. Par contre, évidemment, j'utilise un peu moins de statistiques, je pars un peu plus dans ma tambouille. Et par contre, ils adorent, du coup. Ok, ouais. Oui, t'as un cours d'histoire un peu vivant finalement avec tes élèves. Bah, quand j'ai envie d'y mettre du mien, quand je sors de mes statistiques, oui. Ouais. Mais sinon, c'est vrai que le fait historique, l'historiographie et tout, oh là là, ça leur passe tellement au-dessus de la tête. Waouh. Ouais, Ouais. ça les intéresse pas. Après, en même temps, je veux dire, est-ce qu'entre quand on avait 15 et 18 ans, c'est des trucs qui nous intéressaient des masses. Moi, l'historiographie, j'ai appris ça, j'étais à l'université, hein, et au début, ça me passait complètement au-dessus. Enfin, on est jeune, moi, je me souviens que j'avais autre chose à penser qu'en fait, mes dissertations d'histoire, quoi. Donc, Ouais, voilà. c'est vrai. Après, moi, j'étais un mauvais élève, donc je peux pas trop parler de ça. Je me rappelle qu'au lycée, j'avais surkiffé les leçons sur les croisades, où il y avait différents témoignages de différents partis et tout. Et j'avais adoré ça, c'était un peu un déclic déjà. Mais bon, c'est vrai que je me souviens pas trop d'autres choses. Ouais, et puis mine de rien, c'est des souvenirs qui remontent à un petit moment maintenant, je pense, pour nous Non, c'est tous. faux. Non, non, Tu es en train de dire qu'on est non. vieux, Marc? Bah, pas vieux, mais tout le monde a 30 ans ou plus, et c'était il y a 15 ans qu'on avait 15 ans, Ouais. donc le fait Ouais. est que les choses ont changé, nous avons aussi changé, évolué, et pourtant cette passion de l'histoire qui nous anime, elle est toujours présente chez vous, chez moi, et comment vous arrivez à l'entretenir justement, cette passion de l'histoire? Vous n'êtes pas lassé de ces historiographies, de ces concepts scientifiques, de ces moments de rêverie, de romantisme historique? Vas-y, Mélissa, réponds. Je suis pas sûre que vraiment on peut se lasser de l'histoire, parce qu'en fait, l'histoire, elle change jamais. Ce qui change, c'est la manière dont tu le racontes et la manière dont tu la construis. Et donc, essentiellement, en fonction des questionnements et des hypothèses que tu as, ça peut être totalement, tout le temps passionnant. Ouais, j'avoue que j'ai du mal à concevoir que l'histoire puisse me barber un jour. Comment je l'entretiens? Moi, je regarde beaucoup de conférences des scientifiques. J'aime beaucoup les nouveaux sujets, notamment dans ce qu'on a discuté, Marc, sur la Saint-Barthélemy. J'aime beaucoup aller voir les historiens qui ont des nouvelles questions, qui changent complètement l'historiographie, qui prennent des archives un peu inconnues, inédites, ou ils prennent un parti complètement opposé de ce qu'avaient fait leurs prédécesseurs. Je trouve ça parfaitement fascinant. Voilà. Ouais, ok. T'es d'accord, Cyril, aussi? Moi, pas du tout. C'est vrai? Ouais. Yes, au moins il y a du débat, c'est chouette. Non, mais après, c'est pas un débat, c'est juste ma vision de la chose. Mais c'est vrai que moi, du coup, ça me barbe un peu, en réalité. Parce que, du coup, maintenant, on politise tout, on met tout dans une religion, dans un côté, dans un autre et tout. Donc, c'est vrai que ça m'agace un peu. Et je dirais, dans la quête de sens et des faits historiques, je préfère maintenant m'intéresser vraiment au vécu de la petite personne à différentes époques, à la perception qu'il y avait Mm. vraiment sur le terrain. Ouais, Et c'est davantage ça qui m'intéresse à présent. On va dire les petites histoires. Et, euh, et c'est quelque chose que je préfère. Même si oui, du coup, je sais pas, pas, je me désintéresse de l'histoire de plus en plus. Mais de la c'est vrai que grande en tout cas. de la grande histoire, oui, puisque évidemment, bah, tout est faux, je dirais. Et, C'est beau. non, On mais je nous veux dire, ment. Les extraterrestres, C'est Cyril. beau. exactement, putain, t'as tout compris. Bah oui. Mais c'est vrai que du Tu veux coup, dire, vu tout est que instrumentalisé en fait, c'est ça que tu veux dire tout est par le côté instrumentalisé, de tout est tout est faux. déformé, tout est Ouais. repris.
Et puis, encore une fois, tout ce qui est le fait politique, arrête pas de le reprendre et de le déformer dans tous les sens à sa manière. Et ouais, ça commence à me fatiguer, du coup. Alors, je pense que Après, l'humour est toujours, mais bon. Ouais. moi, je rejoins complètement Cyril, parce que, enfin, Marc, tous les podcasts que tu fais avec moi, tu sais que généralement, ce qui m'intéresse, c'est pas la grande histoire. On parle toujours que des petites gens et comment on fait pour raconter l'histoire plutôt par le bas que plutôt par le haut. Ouais. Donc ça, là-dessus, je te rejoins complètement. Moi, du coup, Mais c'est un peu un changement puisque je préférais largement les grandes batailles, les grands hommes et tout ouais. ça. Et c'est vrai que maintenant, Euh, bon, Bah, en disons que fait, le petit soldat de Napoléon, son histoire est juste oufissime à imaginer oui. son vécu plutôt que le général qui est loin derrière avec ses lunettes. Mm. Mais de toute façon, beaucoup dans les recherches historiques actuelles, c'est quand même plus tourné autour de ça aujourd'hui que de en savoir plus sur la grande histoire. Après, malheureusement, ce qui est médiatisé, c'est toujours la même chose. Hein. Tu ouvres la télé et tu regardes pour la énième fois Stéphane Bern, il va toujours te dire oui, la culotte en dentelle de la reine Victoria Struckmuch, blablabla, blablabla. C'est vrai que... Oula. Vous avez entendu les bruits de pâtes qui tombent dans un bocal ou pas? Absolument Très, pas. très vite fait. Très très vite fait. Ok, bon, ça va, très bien. Oui, je disais du coup, c'est moi qui ai oublié de me mute. Je me suis rendu compte plus trop tard qu'il y avait du bruit derrière. Oui, je disais, oui, c'est malheureusement ce qui est mis en avant, c'est pas l'histoire des petites gens, c'est l'histoire des grandes gens avec tous les guillemets qui vont avec. Mais je trouve que par contre, dans la science historique, j'ai l'impression que c'est quand même la recherche tourne quand même de plus en plus autour des gens normaux. J'ai l'impression. Moi, je trouve que les jeunes historiens, ceux qui ont 40, 50 ans aujourd'hui, ouais, ils ont des questionnements qui sont beaucoup plus tournés vers le bas. Après aussi, faire l'histoire du bas, faire l'histoire des petites gens, c'est aussi beaucoup plus complexe parce que c'est partir à la recherche d'archives qui sont très compliquées à trouver, voire peut-être qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Donc forcément, avoir fait de la grande histoire pendant près de 5 siècles, de cette manière, c'est logique parce que c'est plus facile. Partir à la recherche des petites gens, c'est plus difficile. Il faut aller faire ouais, il faut aller chercher plus profondément, etc. Ouais, c'est plus compliqué. C'est sûr, vu qu'ils ne savaient pas écrire, ou très peu. C'est ça. Et que les archives Ouais, ça laisse d'état moins de traces. civil, des vrais trucs d'état civil bien cadrés, bien normalisés, avant le XVIe siècle, c'est un peu chaud, quoi. Je veux dire, même au XVIe siècle, aujourd'hui, on n'a pas tout. Donc imaginez, pour les petites gens de l'époque médiévale, enfin voilà, ça s'explique aussi pourquoi l'histoire par le bas, elle est aussi plus récente, je pense. Mais je sais que la plupart des gens d'aujourd'hui, même mes potes, quand on discute de ça, c'est vrai que ce qui les intéresse plus, c'est la vie des gens, en fait. Après, Louis XIV, ils s'en foutent. Par contre, comment est-ce qu'un paysan ça vivait? Comment est-ce que un artisan ça vivait? C'est quoi son mode de vie? Qu'est-ce qu'il sent au quotidien? Tu vois, les odeurs, les sons, ce genre de trucs, ça les intéresse plus, ouais. Ok, ouais. Bah cool. Effectivement, c'est chouette. Bon, bah, j'ai l'impression que vous avez quand même un peu la même envie, même si vous l'avez pas forcément amené de la même manière. Mais vous vous rejoignez. Est-ce que vous vous rejoignez tous les deux sur cette idée que transmettre du coup cette histoire, peut-être plutôt cette petite histoire, est une chose assez importante, peut-être justement pour les générations futures. J'imagine que toi, Cyril en tant que prof et toi, Mélissa en tant que médiatrice culturelle, c'est des valeurs qui sont importantes, celle de la transmission justement d'un savoir peut-être le plus neutre possible. Ah oui, totalement, hein. Mais la mission est compliquée de par le désintérêt et de par toute la communication qui se fait un peu partout et qui brise un peu la neutralité possible des différents faits. Et du coup, ouais, c'est vrai que la mission est belle, mais la mission est compliquée. Ouais, effectivement. Puis surtout, les moyens Euh, qui sont mis en œuvre dans cette mission sont peut-être un peu complexes. Mais pardon, Oui, Mélissa, je t'ai coupé, vas-y. Non, non, je t'en prie. Bah, c'est vrai que moi, là-dessus, j'ai pas, enfin, pas la même vision. C'est pas ça. C'est vu qu'on fait pas le même métier. Toi, t'es dans l'éducation nationale. Moi, je suis dans la culture. Donc, moi, j'ai vocation à transmission, mais les outils qu'on me donne sont pas du tout les mêmes. Moi, souvent, je vais pas foncièrement affaire à des classes d'ados qui sont à 28. Moi, j'ai affaire à des groupes hétéroclites d'adultes, d'enfants, d'ados. Et de par la constitution des groupes que j'ai quand je taffe, c'est vrai que la transmission, elle se fait pas du tout pareil. Puis moi, j'ai pas des cadres institutionnels, on fait pas du commentaire de doc, enfin, ils sont même pas dans le cadre de l'école. En fait, moi, quand j'accueille des ados, ils sont même Ouais. pas dans le cadre de l'école, tu vois. Mais juste ça, en fait, ça change tout. Hmm. Oui, puis c'est Voilà. beaucoup plus vivant ce que tu fais, ça va être beaucoup plus concret que nous. Alors que nous, on n'a plus aucun moyen pour faire des sorties pédagogiques. Les frais, par exemple, de déplacement pour un bus, c'est juste hors budget. Donc maintenant, tout va se passer en classe.
Alors, il y a toujours les visites des sites en 3D, etc. Mais voilà, on va pas se mentir que le voir sur un écran, c'est pas la même chose que visiter la grotte Chauvet, par exemple. Bah ouais, on est complètement d'accord. De toute façon, j'avoue que moi, je suis absolument en désaccord avec ce qui se passe aujourd'hui à l'école, dans le sens où l'histoire, c'est extrêmement vivant. Et pour comprendre que c'est vivant, bah, en fait, il faut sortir, il faut aller voir des châteaux, il faut aller voir des musées, il faut aller voir des sites archéo, il faut essayer de palper, tu vois. Je veux dire, moi, j'ai vraiment compris les tableaux, etc., que quand je suis allée dans un musée et que j'ai vu la grandeur des trucs, que j'ai vu la taille des trucs. Je veux dire, à l'université, sur les bancs de la fac, avec les PowerPoint, au bout d'un moment, tu te rends même pas compte à quel point les gens de l'époque de la Renaissance, quand ils se mettaient devant un tableau qui fait 34 mètres par 12, c'est juste gigantesque, en fait, parce que quand t'es devant, t'as été happé, tu vois, t'as une sensation, t'as une émotion que t'as pas quand t'es assis sur une chaise devant un PowerPoint. Et ça, les gamins, ben, de toute façon, s'ils sortent pas et qu'en plus à la maison, je ne sais pas statistiquement comment les familles font, mais en fonction de s'ils viennent d'une famille où les sorties culturelles, c'est un truc qui est plus ou moins inscrit dans l'environnement familial, bah, t'as des gamins qui ont jamais accès du tout. Et pour moi, l'école, c'était fait aussi pour ça. C'est que ça permet à des gamins qui n'ont pas aussi ce cadre culturel à la maison de pouvoir le faire à l'école et de découvrir des choses. Et donc, c'est hyper triste de plus avoir de budget pour le faire. Et d'ailleurs, on va revenir, parce que là, on est en train de partir petit à petit sur le fait qu'il y a de moins en moins de moyens, etc. Peut-être pour y rester à nouveau dessus, pourquoi, selon vous, on a de moins en moins de moyens liés à la culture et slash à l'éducation, et qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour y remédier? Est-ce que c'est possible d'y remédier? Comment, dans un monde peut-être un peu plus utopique et plus juste, vous verriez un modèle parfait d'éducation? Toi, Cyril, si tu pouvais avoir la classe ou l'école parfaite, ça correspondrait à quoi? Et toi, Mélissa, si tu pouvais avoir le job de médiatrice parfait, ça correspondrait à quoi? Pour moi, le premier point à travailler, c'est déjà la maison. C'est le point le plus important. Parce que tous les élèves, au final, ont un désintérêt de l'école, de l'éducation, par rapport à ce qu'ils ont à la maison, par rapport à ce qu'on leur dit. Et c'est le premier point. Tu rajoutes à cela le fait que les élèves ne sont jamais sanctionnés, qu'une sanction pour les parents aujourd'hui, c'est impossible parce que ce sont des petits princes. Et bien rien que cela, à changer la perception des choses, ça les contraindrait au travail, plus qu'à attendre que ça passe, que tant pis s'ils apprennent pas, de toute façon, ils pourront toujours passer. Et ça, c'est un autre problème, je trouve, c'est le passage obligatoire entre les différents niveaux. Là, on a un ministre qui est toujours le ministre temporaire, là, très éphémère, qui avait proposé de remettre le redoublement par l'équipe pédagogique et non pas par les parents. Et évidemment, le ministre suivant l'a enlevé. Pourtant, ça nous a fait plaisir, hein. On a eu un, un sursaut de contentement, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'au final, les moins investis et les plus débiles, tout simplement, vont pouvoir continuer d'avancer, avancer, et ce sera un carnage sur tout le trajet, même pour eux, hein, même pour leur confiance en eux. Et, euh, et tant que les parents voudront, eh ben, il n'y aura rien à dire. Et c'est vraiment le Ouais. problème. Oui, ça devrait pas être aux parents de choisir si l'enfant peut évoluer dans la classe suivante, mais quand même plutôt au groupe pédagogique, quoi. Oui, c'est ça, puisque les parents, en fait, ils connaissent rien du tout, hein. Ils n'ont aucune connaissance de ce qui est attendu. Et, euh, et j'ai envie de dire, ils sont tellement bernés par leur gosse et ils sont tellement. Enfin, ils ont une image de leur enfant qui est tellement loin de ce que c'est réellement. Et autant, j'ai l'impression qu'auparavant, nos parents, ils étaient pas. Enfin, ils savaient très bien ce qu'il en était. Ton gosse, il est débile, ben, tu sais qu'il est débile. Ouais. Là, maintenant, vraiment, Oui, c'est vrai que l'enfant. c'est un truc qui revient souvent. J'ai l'impression, en tout cas, c'est des remarques que j'entends souvent de comme quoi les enfants, enfin les parents arrivent, enfin sont toujours bernés par leur gamin et que c'est toujours compliqué de leur faire comprendre que le gamin ment ou effectivement n'a pas été en cours, ou effectivement a eu une mauvaise note, ou effectivement s'est battu. Et les parents vont toujours être prompts plutôt à croire leur gosse qu'à croire le surveillant ou le CPE ou le prof qui vient avec 10 000 tonnes de preuves que leur enfant est problématique. Et c'est vrai que c'est intéressant de ce que ça dit aussi en termes d'éducation sur, comme tu dis, à la maison aussi, en fait. C'est Qu'est-ce ça, que hein. les parents font, en fait, réellement. C'est exactement ça. Et puis il y avait un article de Marianne. Alors ça m'avait surpris parce que ça venait de Marianne. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'au final, tous les profs de Ouais. gauche, de droite, peu importe, l'avaient repris. C'est qu'ils aient sorti le terme de l'échec a été médicalisé. Puisque maintenant, dans une classe, tu vas avoir un tiers des élèves qui vont avoir un PAP, donc un plan d'accompagnement particulier, Ouais. parce qu'ils vont être dyslexiques, ou parce qu'ils vont être dysorthographiques, ou parce qu'ils ont un problème d'attention. Et le problème, c'est que ben, maintenant, ils l'ont tous. Et ils le méritent tous. Et enfin, ils le méritent tous. Avec
les nouveaux référentiels, je dirais, ils les méritent tous, alors qu'en vérité, les vrais dyslexiques, c'est un véritable handicap. C'est pas juste, oui, j'arrive pas à mettre les accents sur les A. Ouais. Donc c'est un énorme problème. Et pour les parents, d'instant que l'enfant a une difficulté, hop là, ils vont voir un psychologue, un ergothérapeute. Et évidemment, pour histoire que les parents reviennent le voir pour payer le petit chèque, eh bien, il les diagnostique quelque chose. Et vraiment, on est totalement écrasé sous le poids des PAE, des PAP. Et c'est vraiment, c'est un truc de fou. Ouais, dans mon établissement, je crois qu'on a un tiers d'élèves qui ont des PAP, alors que normalement, t'en as un centième. Ouais. Donc c'est vraiment n'importe quoi. Et donc oui, tout simplement, les parents, pour eux, ah non mais il n'y arrive pas, c'est absolument pas à cause de mon éducation, c'est pas à cause du fait qu'il fasse pas d'efforts, c'est pour autre chose. Et donc le hasard a fait qu'il a un problème de santé, donc on médicalise le problème. Et c'est totalement faire l'autruche, et c'est totalement faux surtout. Et je pense que tous les psychologues ergothérapeutes vraiment sont totalement à mettre en cause là-dedans, parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment n'importe quoi. Normalement, un handicap, tel que la dysorthographie, la dyslexie, la dyscalculie, c'est un véritable handicap, c'est pas une petite difficulté. Et maintenant, vraiment, quand je te dis que c'est juste, s'ils écrivent un peu lentement, ils ont un PAP. Alors que ça n'a rien à voir, c'est vraiment, ça n'a rien à voir du tout. Donc voilà, c'est trop facile de dire non, non, mais c'est parce qu'il a un problème, et parce qu'il a un petit handicap. Mais il est normal, rassurez-vous, hein, sinon il est vraiment très bien. Et donc ils se cachent tous derrière ça, et voilà, tu cultives l'échec comme ça, par la médicalisation. Ok. Ouais, tu le vois comme ça, toi, du coup. Alors, ok, ça marche. Très bien. Mélissa, du coup, de ton côté, la même chose, mais pendant médiation, tu verrais des améliorations à faire, des choses que tu aimerais bien mettre en pratique, si tu pouvais, par exemple, le mettre en pratique. Comment tu verrais les choses? Ben, moi, déjà, de 1, rendre la culture beaucoup plus accessible qu'elle ne l'est. Parce que malheureusement, il y a bien des égards. En règle générale, la culture n'est pas accessible pour tout le monde. Il y a des entrées qui peuvent parfois être extrêmement chères. Et pour moi, le truc idéal, ça serait qu'il y ait beaucoup plus de médiateurs en fait, qui soient en poste et qui soient présents pour faire de la médiation directe avec les gens. Tu as bien vu toi-même, quand ce week-end on était à Vienne, il y avait pas un médiateur, dans le musée à part celui qui faisait une visite. Ouais, c'est Mais du vrai. coup, la visite, bah, il y en avait qu'une, il y avait déjà une vingtaine de personnes. Nous, on savait pas à quelle heure elle était. Il y avait pas d'indication spécifique sur le nombre de visites guidées dans la journée. Sur le parc archéologique, il y avait personne. Moi, déjà, en ayant fait l'expérience quand même de médiatrice à Chauvet, qui est un site quand même qui est juste énorme, même toi, Marc, je sais pas ce que toi t'en penses là-dessus, mais le nombre de gens qui restaient à nous écouter parfois pendant 1 heure et demie, 2 heures, et qui posaient des questions Ouais. extrêmement pertinentes sur comment vous faites pour savoir, mais attendez, il y a 30 ans on disait pas ça, et qu'on voit qu'en fait ces gens-là ils sont en demande. Et je pense qu'en effet déjà en faisant en sorte que les élèves... On t'a perdu. Elle est partie dans une autre dimension, Ah là. oui, là, on l'a perdu dans une autre dimension. Merde. Ah, elle s'est Tu même m'entends? mute. Ah oui, ça y est, on Non, t'entend. non, je me suis pas mute en fait, c'est que mon téléphone il a sonné. Ah, ok, Et donc du d'accord. coup, Et oui, c'était du coup, jamais arrivé d'histoire de téléphone. ça a coupé la Ah oui. conversation. Ok, d'accord, très bien. Je sais pas où j'en étais du coup. Je T'en sais pas au étais moment. que la culture, ça a attiré quand même des gens, qu'on avait beaucoup de groupes de gens qui venaient nous voir et que c'est un constat qu'on est capable de faire. Ouais, et puis je veux dire, moi, du moment que les gens ils viennent et qu'ils restent longtemps et que même ça, même si statistiquement on arrivait à faire un espèce de diagramme, voilà, les gens ils restent au minimum 20 minutes pour écouter un médiateur qui parle d'un sujet très spécifique. Moi, je pense que ça les intéresserait parce que moi, les musées, il y a aucun souci. Moi, tu peux me mettre devant une vitrine chiante, je vais lire, y a pas de problème. Mais devant des gens qui font pas tout le temps ça, devant des gens où la lecture ils trouvent ça pénible, bah, finalement avoir un être humain qui te parle et qui t'explique les tenants et les aboutissants parfois en l'espace de 5 minutes parce que c'est son métier de faire rapide, simple et efficace et qu'après tu puisses avoir quelqu'un avec qui dialoguer. Déjà, moi, juste quand j'ai quelqu'un avec qui dialoguer sur un jeu culturel, je suis super contente. Parce que les gens qui sont présents, ils sont vachement plus cultivés que toi sur la question, parce que c'est leur métier, ils sont hyper spécialisés sur le sujet sur lequel ils te parlent. Donc, la culture parfaite, ça serait des médiateurs beaucoup plus présents, avec plus de budget, etc. Et peut-être nous aussi pouvoir avoir un peu plus de jeunes, pouvoir accueillir plus d'écoles en fait dans ces établissements-là. Mais par contre, pas des classes où, je veux dire, moi quand je débarque et que le prof il vient me voir, il me fait: «Je suis désolé, ça va être un peu compliqué. Ils sont 33 dans la classe». 33 ados? Ouais, 33 ados.
Oh, waouh, ça va être chaud. C'est-à-dire que moi, c'est pas mon, je suis pas enseignante, tu vois, je suis médiatrice. Donc quand tu me dis 33 ados, ça veut dire 33 cerveaux de super jeunes qui sont là en sortie parce qu'on leur a dit que c'était cool une sortie et qu'on leur dit viens, on prend une visite guidée d'1 heure et les gamins ils sont au bout de leur vie. Donc toi, tu as 50 minutes pour leur faire comprendre que ton sujet, en vrai, il est super cool. Et tous les sujets en histoire, je pense qu'ils peuvent être super cool, c'est la manière dont tu l'amènes. Ouais. Après, je pense que la personnalité, ça fait beaucoup aussi, mais Oui, bien sûr. Ouais. bon, Tout dans dépend. les culturels, Faut toujours s'adapter au public, et puis il y a des médiateurs qui sont plus aptes à s'adapter au public que d'autres. C'est comme dans tout, complètement. hein, de toute façon. Ça, c'est clair. Moi, je ferais des billets d'entrée un peu moins chers quand même sur certains sites. Tu vois, regarde, on a visité Saint-Antoine-l'Abbaye et tout. Alors, même si l'expo nous intéressait pas des masses, je veux dire, l'expo était quand même hyper bien fichue, la scéno était hyper bien faite. Il y avait des objets et il y avait un audio guide et le tout était gratuit. Ouais, c'est vrai T'imagines la, que. t'imagines la thune qui pourrait se faire avec le nombre de gens qui viennent visiter Saint-Antoine-l'Abbaye par an? Ouais. Et c'était gratuit. Donc, moi, je demande pas à ce que tout soit gratuit parce que je me doute bien que dans le système économique dans lequel on vit, c'est pas possible. Mais par contre, d'essayer de trouver un système d'équilibre, en fait, pour que chacun s'y retrouve, que les gens qui ont pas beaucoup d'argent, en fait, puissent aller faire des rendez-vous culturels une fois de temps en temps, tu vois. Parce que moi, je trouve ça ouf que quand tu habites dans une énorme grande ville comme Lyon ou Paris, que tu as des gens qui sont à une demi-heure du premier musée, d'un truc qui pourrait être très stylé, hein, j'en sais rien moi, et qu'ils ont jamais pris le RER ou le TER ou le TCL pour aller faire ça, tu vois. Voilà. Ouais, non, c'est Là, du clair. coup, la question, est-ce que c'est vraiment lié au prix? Parce que, ben, par exemple, pour les mineurs, Et l'intérêt, hein, ouais. souvent c'est pas cher, voire gratuit. Et en vrai, je vois. Putain, mais je Excuse-moi. vous perds un Et par du un. Ah coup, non. du coup, ça... Et du coup, je vois très peu d'élèves y aller parce qu'ils pourraient, sincèrement, plutôt que s'acheter la dernière casquette à 150 euros, Ouais. ils pourraient clairement aller visiter un lieu de culture, mais ils veulent pas. Et là aussi, je m'interroge sur le fait d'Internet, puisque je pense que vu que c'est consultable, toutes les informations sont consultables, les musées paraissent désuets. C'est vrai qu'on en a Et, déjà parlé de euh, ça. et ainsi, déjà auparavant, on parlait de ça par rapport à Wikipédia, Mm. sur le fait que ben, si tu peux consulter par Wikipédia l'information, pourquoi aller dans un musée? Et maintenant que tu as encore plus d'informations, que tu as même des visites virtuelles des musées, sincèrement, pourquoi faire une sortie à Versailles alors que tu fais la visite virtuelle? Ça veut dire qu'en fait, c'est tout un système, malheureusement, du coup, à redéconstruire, dans le sens où, en fait, finalement, sortir, se déplacer, aller voir les choses, je veux dire, ça n'a pas la même gueule, tu vois, il n'y a rien à faire, hein. Mais après, moi, je dis ça parce que maintenant, je suis habituée aussi à faire tout ce trajet-là. Moi, je parlais d'argent et d'accessibilité parce que j'avoue, quand j'étais étudiante, ben, il y a certains musées, en fait, ils prennent pas la carte étudiant, donc du coup, quand tu payes, ça fait vite cher, tu vois. Après, moi, bon, j'étais étudiante en histoire de l'art et archéo, donc forcément, j'allais là-dedans. Mais je pense que c'est aussi lié aux lieux culturels maintenant qui sont plus assez attractifs. Je sais pas ce que toi t'en penses, Marc, vu que t'es médiateur aussi. Moi, je trouve que les lieux culturels, ils sont de moins en moins attractifs, en fait. Genre, tu rentres, on te donne un billet, t'as un mec qui scanne ton billet, et puis tu rentres dans des grandes salles avec des tableaux, des statues, des objets archéo. Il y a 3, 4 mots, et puis tu pars. Oui, en fait, il Voilà. faut juste réussir à créer une médiation qui soit plus attirante que ChatGPT ou Wikipédia. Ça, c'est clair et net. Mais je pense que mine de rien, le coût joue. Ça se voit sur les musées. J'aurais pas de statistiques, mais par exemple, j'en ai pour le cinéma. Pour le cinéma, très clairement, maintenant, si à Lyon tu veux aller au cinéma, il faut que tu payes 15 balles ta place. Ouais, c'est hyper cher. Les gens ne vont plus au cinéma du coup parce que ça coûte 15 balles. Donc, donc je pense qu'il y a de ça aussi quand t'as le choix entre aller, je sais pas moi, voir un match de foot de ton équipe, de ton bled, ou aller au musée et payer sur un truc qui t'intéresse pas tant que ça, tu vois. Parce Mm. qu'effectivement, ça t'intéresse pas de base, donc c'est pour ça que tu vas pas y aller. Mais si le truc il est gratos, ou pratiquement gratos, ou qu'il est à 5 balles, tu vois, un truc comme ça, tu vas peut-être avoir plus tendance à te dire, ok, aujourd'hui j'ai rien à faire, j'ai plus beaucoup de thunes, mais avec 5 balles, je peux aller voir, je sais pas, un mec qui fait, je sais pas, de la forge, tu vois. Un truc qui pète sa mère, ou alors des mecs en grognard de Napoléon qui se shootent les uns les autres avec des guns. Là, tout de suite, peut-être que l'adolescent il se dira, ouais, ça c'est marrant parce que ChatGPT il m'a décrit, mais je l'ai pas vu, tu vois. Et Euh, après, je me demande du coup si c'est pas le ratio entre argent et qualité du moment. Parce que par exemple, tu parlais du cinéma, et quand j'étais à la fac, j'avais la carte illimitée, et il y a des ah, films c'était que je bien suis allé ça. voir, je crois que mon record c'était 19 fois le même film, donc Batman Dark Knight Rises. Et, Oh. euh, et,
Au final, maintenant, je vais plus au cinéma, ou alors vraiment exceptionnellement, parce que, alors, de une, c'est cher, mais après, encore, si c'est cher, mais que c'est un moment mémorable, je vois pas de souci. Mais surtout parce que bah, je trouve que les gens, ils y vont et ils consomment et ils aiment tous leur téléphone, ils font autre chose. Et le moment a été complètement gâché par des personnes qui ne sont pas, enfin, bah, qui ont des manques de respect, hein, qui ont des Ouais. incivilités. Et je me dis, dans le même sens, question perte de qualité, la culture par exemple, ben, pour aller voir un forgeron, tu vas faire de la route, tu vas y aller, alors du coup ça va peut-être un peu cher, mais après bon faut voir, et tu auras la visite, et peut-être que la personne ne sera pas suffisante pour parler à tout le monde. Et au final quand tu peux regarder ça sur une vidéo YouTube d'un gars qui est déjà allé, Ouais. tu Tu apprends veux la dire que même t'as chose, trop tu vois la même d'incertitudes, chose. c'est ça que tu veux dire? Ouais. Il y a trop d'incertitudes et il y a la disponibilité en ligne. Les gens ils peuvent parfaitement voir sur YouTube comment, je sais pas, dans tel bled à Joyeuse, comment est-ce qu'ils forgent un couteau. Il y aura une vidéo sur YouTube. Et elle Ouais. sera gratuite en plus. Et t'auras même Je, pas à te déplacer. je comprends, mais en même temps, je pense sincèrement que les gens qui regardent les forgerons de Joyeuse sur YouTube, je pense qu'ils sont déjà allés les voir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que Kevin, qui vit, je sais pas moi, en banlieue de Lyon, ce qu'il va voir sur internet, c'est pas des forgerons, c'est même pas Nota Bene en fait. Mm. Pour faire son cours d'histoire, il va sûrement juste aller demander à ChatGPT de lui résumer la Seconde Guerre mondiale. ChatGPT va le faire en se trompant et il va te rendre ça après comme devoir. Donc, je pense que les gens qui consomment des vidéos d'histoire sont déjà des gens qui consomment de base de l'histoire. Et le concept qu'il faudrait avoir, et je n'ai pas la réponse, ce serait de réussir le mot qui me vient, c'est rendre sexy justement la médiation pour attirer d'autres personnes Mais peut-être dans lui ce donner un genre-là en côté fait. rare alors. Ouais, Tout ce du qui est coup, ouais, rare et tout à fait, ouais. précieux. Du coup, quand, par exemple, un tableau au Louvre, quand tu peux consulter 10 000 analyses dessus sur YouTube, sur Wikipédia, etc., bah, il n'est pas rare, tout le monde peut se l'approprier. Alors que Mm. si tu as à y aller, eh bien, bon, certes, c'est dommage, mais en tout cas, si tu as à y aller, eh ben, plein de gens vont y aller pour le voir. Comme auparavant, quand tu regardais bah, avant Internet, hein, tout Ouais. simplement, tu regardais les gens, ils se précipitaient pour voir l'arrivée d'un tableau qui était exceptionnellement là pendant 1 an dans le musée. Et vraiment, c'était une influence énorme. Alors que maintenant, oui, bah, il y a tel tableau qui arrive là-bas. Ah bah, cool. Ouais, et encore Ouais, une c'est fois, comme. ça touche toujours les mêmes sphères en fait. Ce qu'il faut, c'est Mm. pouvoir réussir à se sortir des sphères euh, ces sphères justement culturelles là, parce qu'au final, nous, quand on va apprendre que la tapisserie de Bayeux va être donnée aux Anglais par le président, On est outré. on est nombreux à être outrés, mais Monsieur Jean-Louis qui vit, je sais pas moi, à Cuges-les-Bains, tu lui dis ça, il va te dire, bah, c'est quoi la tapisserie de Bayeux? Et donc du coup, tu repars du bas, tu vois. Donc en fait, c'est tout un panel à pouvoir une balance du coup je pense à avoir, et là où je rejoins Mélissa c'est que je pense que effectivement moins t'as de fric moins cette balance tu peux l'avoir parce que du coup t'es tendu constamment. Ouais, puis en fait, Si tu tu donnes du fais. budget tu vas pouvoir avoir plus de possibilités d'action. Et puis, quelqu'un qui est tendu avec son budget, il regarde ce qu'il a dans ses poches, quoi. Donc, si c'est quand tu pars en vacances, c'est soit aller au resto ou aller dans un lieu culturel. Bon, le resto, c'est plus ou moins ce que tu vas bouffer, tu vas être content. Le lieu culturel, t'en fais pas souvent, ça a l'air un peu cher. Est-ce que tu vas vraiment kiffer? Tu vois, comme tu l'as dit, Cyril, il y a aussi le fait que tu vas peut-être dépenser de l'argent et que tu vas pas être content de la prestation. Je pense que le problème étant, c'est que financièrement, du moment que tu as un peu ric-rac, bah, la culture, c'est pas ton premier choix, en fait. Non c'est ça. Et ça, je peux complètement l'entendre. Je veux dire, moi, je trouve ça terrible aujourd'hui que les gens, il y en a qui veulent aller au cinoche, et puis en fait, ils sont 5 dans la famille, et puis quand ils font le calcul, ils font, bah, la sortie ciné, c'est non. Du coup, on va préférer prendre un abonnement Disney+, et comme C'est ça, clair. un mois après la sortie ciné, on pourra le regarder sur le canapé en famille. On n'aura pas besoin de se déplacer Alors et tout. techniquement Alors c'est que 3 ans après. moi, c'est ça. Moi, les sorties ciné, c'était un truc de ouf. Mes parents nous emmenaient voir les Disney, etc. Moi, je suis allée voir Nemo au cinéma. Enfin, j'ai beaucoup de souvenirs en fait au cinéma. Moi, les salles de cinéma, je trouve que c'est vraiment la sortie incroyable. Tes parents, en plus, t'achètes des bonbons. Il y avait tout ce truc. Oh. Ma mère, elle me racontait, elle, quand elle était plus jeune, elle est dans les années 70. Mes grands-parents avaient commandé la collection du Club des 5. Et donc, à l'époque, c'est tous les mercredis que le bouquin il arrive dans la boîte aux lettres. Et donc, tous les mercredis, c'était événement à la maison parce que tu attendais que le postier il débarque à midi, là, pour que tu puisses récupérer ton livre, pour que tu puisses commencer le volume 15 parce que tu as fini le volume 14 et que tu sais pas si tes amis vont s'en sortir ou pas, tu vois. Et C'est donc ma comme mère qui me l'abonnement Amic et raconte ça, je trouve Parade, ça quoi. trop cool. Ouais, c'est ça, je trouve ça trop cool. Ils attendaient ça avec impatience, tu vois. Il y avait vraiment cette espèce de truc aussi. Enfin, pour moi, le lire, c'est de la culture, ça fait partie intégrante du truc. Et c'est vrai que je trouve ça trop cool.
espèce d'attente que tu as parce que c'est trop génial. Les files de gens incroyables dans les années 80 quand ils attendaient Star Wars 2 qui sortait, moi je trouve ça ouf, tu vois? Aujourd'hui, tu trouves plus trop ça quand tu es à part des voilà. La culture, je pense qu'aujourd'hui tu peux faire plein de choses, c'est juste qu'il faut un peu plus de budget et il faut du monde peut-être aussi plus jeune pour poser des ateliers, des animations plus jeunes. Parce que bah, aujourd'hui, j'imagine que sur des équipes de médiation culturelle, peut-être qu'il y a des personnes un peu plus âgées, pas de la même génération. Le métier aussi en lui-même de médiateur est relativement jeune. Un questionnement, j'imagine. Des structures aussi qui sont très hiérarchisées, c'est un peu compliqué le public, Ouais. etc. Voilà. Oui, En de fait, toute façon, il faut c'est une un nombre stratégie, vidéo. tout simplement. Oui, il faut avoir une stratégie, tout à fait. Mais après, il faut Stratégie pas non plus globale et négliger ensemble, hein. le fait que les gens, de manière générale, ils vont aussi aller voir ce que tu leur dis d'aller voir. Ça, c'est vrai. Moi, je vais prendre un exemple tout bête. On va parler de l'Ardèche, hein, là où on est 2 sur 3 dans ce podcast à vivre. Quand tu vas dans un office de tourisme en Ardèche et que tu demandes ce qu'il y a à faire, automatiquement, les gens La vont grotte te donner une réponse et la réponse, ça va être Chauvet. Ensuite, les gens, ils vont regarder leur budget. Ils vont savoir que dans leur budget, ils peuvent se faire une activité sportive, une activité culturelle et on va dire un resto. Sur une semaine, ils peuvent faire tout ça parce que la loc leur prend trop de trucs. Donc du coup, le raisonnement, il est le suivant. Ils sont venus pour faire du kayak parce que c'est pour ça qu'ils sont venus. Donc le kayak, ils vont le faire. Le resto, ils vont en prendre un random, probablement pas très loin du camping, voire même à l'intérieur de leur camping, puisque aujourd'hui en Ardèche, tu as des campings géants où il y a littéralement tout. Si tu veux, tu peux ne pas sortir du camping. Hein. Notamment, il y en a un qui est le camping des Pommiers, il me semble, à Villeneuve-de-Berg. J'y suis allé l'année dernière. Et vraiment, si tu veux, tu peux ne pas sortir du camping. Voilà, il y a tout à l'intérieur, c'est une ville dans une ville. Et le point numéro 3, c'est que s'il leur reste du budget, ils peuvent faire un truc culturel, sauf que là, ils savent pas quoi faire. Donc de base, ils vont en office de tourisme. En office de tourisme, on va leur dire, il y a ça. Même si ça, c'est plus cher que autre chose, et que d'un point de vue de ce que eux, ils cherchent, c'est probablement équivalent, ils vont se diriger vers ce qu'on leur a dit d'aller voir. Pas forcément vers ce qui est le plus attractif, mais vers ce qu'on leur a dit d'aller voir. Donc il y a aussi ça qui compte beaucoup, c'est ton budget de com, en fait, finalement. Et dans ton budget de com, il y a qu'est-ce que tu as donné aux offices de tourisme pour qu'ils te mettent en valeur par rapport à d'autres sites touristiques aussi derrière. Donc là, pour le coup, plus t'es gros et plus t'es puissant, plus forcément tu vas réussir à avoir du monde, et plus du coup, paradoxalement, tu vas t'amuser à monter les prix parce que les gens vont quand même venir te voir. Et tu vois, je rejoins sur le fait que l'école, ça a un rôle hyper important dans la culture. C'est que du coup, à la grotte, on a eu beaucoup de parents en juillet-août. Quand tu leur demandes pourquoi ils sont venus, et ben c'est parce qu'à l'école, le petit ou la petite, ils ont vu Chauvet ou Lascaux. Et donc, du coup, ils se sont renseignés pour aller voir si c'était pas trop loin ou pas. Puis il y a des parents qui ont fait, ah bah c'est à peine 2 heures de la maison, vas-y, check, on part en vacances là-bas. Comme ça, la petite, elle va pouvoir voir ce qu'elle a vu à l'école. Ouais, c'est vrai aussi. Bouclée. Tout à fait, la boucle est bouclée. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui vont, je pense, et c'est pareil à mon avis en Bourgogne, les gens ils vont voir Alésia en Bourgogne, ou ils vont au Puy du Fou, ou ils vont à Guédelon, ou ils vont à ça, parce que c'est des noms qui leur disent de base quelque chose. Alors que si tu leur dis à l'office du tourisme, bah, vous pouvez aller à la Randa Ardesca ou à Chauvet, ils vont te regarder et ils vont te dire, bah, on va aller à Chauvet, quoi. Parce que ça nous dit quelque chose. Randa Ardesca, ça nous dit rien. Alors que pourtant, c'est très très bien ce qu'ils font aussi. Voilà, donc ça veut pas dire que les auditeurs, ça veut pas dire qu'il faut pas aller à Chauvet, mais aussi aller aussi à Randa Ardesca et aller dans plein de trucs. Et si vous aimez la culture, essayez de privilégier plein de sites que des petits comme des grands. Mais en termes des gens qui sont pas affiliés à ce monde de la culture, oui, ils vont se tourner vers ce qu'on leur dit d'aller voir. C'est un peu l'effet McDonald's. Ouais, tout à fait. C'est clairement du fast-food culturel. Là-bas, tu sais ce que tu auras. Ouais. Tu connais la qualité de ce que tu auras et tu seras pas déçu. Mais d'ailleurs, tu seras pas déçu. Mais d'ailleurs, on parlait de films tout à l'heure. Les gens qui font plus de sorties ciné aujourd'hui, les seules sorties ciné qu'ils vont faire, ça va être pour les gros films, genre un Marvel. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont voir, ça va être de la merde, mais ils savent ce que c'est. Ils vont pas aller voir le film du réalisateur tchécoslovaque, machin, qui en fait est un génie et qui est incroyable, mais ils vont aller voir le truc parce que c'est ce qui a été matrixé, c'est ce qu'on leur a dit d'aller voir, et c'est ce que eux ils connaissent, et comme ça ils vont voir un truc qui est sécurisant. Et je pense qu'il y a aussi de ça. On n'a pas beaucoup d'argent, donc cet argent, on va l'utiliser vers un truc qu'on connaît et qu'on sait que il y aura pas trop de déception derrière parce qu'on sait à quoi on s'attend. Et je pense qu'au fond, c'est ça le plus triste. Le problème, c'est le budget, tout simplement. Hein, c'est le fait que les gens aient plus de thunes, en fait. Hein, ouais, les gens n'ont plus d'argent, donc il y a des choix qui doivent être faits. C'est aussi pour ça que les JEP sont aussi connus en France. Les journées européennes du patrimoine, c'est extrêmement fréquenté par les gens parce que du coup, il y a déjà beaucoup de com dessus. Donc toi, même quand t'es pas habitué au lieu culturel, tu sais que généralement, au mois de septembre, il y a un truc un peu culturel. Et puis quand tu vas checker, tu vas regarder, tu vas faire, ah oui, c'est vrai que européenne du patrimoine.
Et puis, généralement, toutes les petites communes qui ont un petit patrimoine, qui s'ouvrent pas toute l'année, etc., qui s'ouvrent qu'à des moments très ponctuels, ben, ils vont en faire la com à ce moment-là. Et moi, je sais que dans ma famille, par exemple, quand j'ai commencé à m'y intéresser, mes parents m'ont dit, bah, on attendra les JEP du coin, parce que c'est gratuit, parce que c'est moins cher, et qu'en plus, souvent, pour les JEP, il y a du personnel présent, parce qu'ils savent qu'il va y avoir attendu 7000 personnes, donc il y a des gens. Et moi, c'est là que j'ai rencontré les premiers médiateurs culturels de ma vie et que j'ai trouvé ça incroyable comme métier. D'où le fait qu'aujourd'hui, je pense que je fais ce métier, ça a dû influencer, tu vois. Donc vraiment, il y a des gens, tu vois, avec ce type d'événement, ils savent que ça peut être cool. Et donc, ils y vont même s'ils sont pas habitués à le faire. Ouais, effectivement. Je sais pas en réalité. Ah, J'ai toujours un regard qui. Désolé, je suis là pour faire le Vas-y, bizarre, hein. Cyril. Non, mais c'est bien, il y a de la discussion, vas-y. Des discussions, ouais. Et non, j'ai toujours un écart de regard entre, par exemple, ma famille. Je viens d'une famille qui est pauvre, hein, tout simplement, mais qui était toujours tournée vers la culture. Mes parents m'ont fait visiter des châteaux, voulaient me faire voir des choses et tout ça. Et là, je vois les familles que j'ai à Bagnols qui sont pas non plus riches, quoique certaines le sont, mais en tout cas, les pauvres sont moins pauvres que j'ai pu l'être. Et vraiment, ils n'ont juste rien à carrer. Même quand il y a les journées du patrimoine, Ok. aucun parent n'emmènera aucun de ses enfants visiter l'église de Bagnols ou visiter les anciennes murailles de Bagnols, ou même si c'est à 50 mètres, ils iront pas. Parce Après, moi, je qu'ils dis que s'en fichent complètement. le mérite étant qu'en fait, cette journée européenne, tu vois, elle existe, comme les journées de l'archéologie, elles existent. Et donc, en effet, si toi, ta volonté en tant que parent ou en tant qu'ado de vouloir faire un truc culturel alors que ça coûte de l'argent, t'as ce moment dans l'année où c'est possible. Même si je trouve ça horrible de faire ça une seule fois dans l'année. Mais en effet, et après, je me dis, tu sais, il y a plein de choses qui doivent rentrer en compte. Est-ce que t'as des parents en faisant 35-40 heures par semaine, ils en ont pas marre, ils veulent juste rester chez eux, posés sur le canapé, à rien faire parce que la vie est juste usante de base. Et donc, du coup, est-ce que t'as vraiment envie de te déplacer? Bah pour moi, là, dans ce cas-là, c'est une C'est autre plein de question. trucs. C'est la responsabilité d'être parent. Quand t'es parent, t'es pas parent juste pour avoir accouché et le nourrir et jusqu'à ce qu'il s'en aille. Pour moi, t'es fatigué, mais tu as quand même un enfant à éduquer et à faire grandir. Et pour moi, ça rentre parfaitement la tâche d'être parent. Bon, je suis pas parent, mais j'imagine. Là, là, on déborde sur un sujet qui n'est pas Bah, du tout et qui est le quand même, mien, mais et ouais, il a raison, qui est quand même relativement lié. ouais, bah, complètement, bah oui. C'est Ouais, aussi bien sûr. un devoir parental que d'ouvrir ses enfants à toute forme d'éducation et d'éveil. Parce que là, on parle de la culture de cette culture-là, mais c'est aussi essayer de montrer de la culture musicale, essayer de montrer de la culture sportive, pour que l'enfant puisse aussi, une fois qu'il sera apte à savoir ce qu'il préfère, se tourner vers aussi ce qu'il préfère. Mais pour ça, il faut qu'il ait pu avoir le choix et avoir eu le droit de voir tout ça. Et effectivement, il y a beaucoup de couches populaires pauvres où il y a un budget qui est serré, mais tant bien que mal, comme le dit Mélissa, on va tenter de faire les journées de patrimoine ou de mettre les enfants au foot ou des trucs comme ça. Mais effectivement, il y a toute une partie de la population où il y a aussi ce côté où on laisse tomber et c'est balèque total, quoi. Donc, Si, vraiment. Alors que je suis d'accord avec Mélissa, les journées du patrimoine, par exemple, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pu Bien découvrir sûr. des choses que je n'aurais jamais cru. J'ai visité les égouts de Chambéry en pataugeant dans le caca et c'était Ah, ça a l'air ma trop bien. meilleure expérience de patrimoine et de très très loin. Et c'était grave cool. Et je me dis, mais en fait, j'aurais pas fait ça si l'accent n'avait pas été porté là-dessus. D'ailleurs, c'est même la commune qui l'a porté là-dessus et c'était bien. Mais ouais, après, il faut avoir cette curiosité, tout simplement. Peut-être une question de curiosité Et que les gens n'ont plus. ouais, après la curiosité, moi, je pense que c'est quelque chose qui s'alimente, qui s'entretient. Et en effet, si on n'essaye même pas un petit peu de la booster, cette curiosité, ben, peut-être des gens, en effet, voilà, tu te laisses parasiter par la vie, par plein de trucs. Mais je trouve ça trop nul, moi, quand des gens me disent, mais l'histoire, c'est ennuyeux et c'est chiant, tu vois, parce que je suis en mode, mais comment ça? Comment ça? C'est pas possible. Ah, ça, je Voilà. peux l'entendre. En réalité, ça dépend le sujet. Dans ce cas, il faut juste mettre le doigt sur le sujet qui peut les intéresser. C'est ça. C'est ça, Moi, en c'est quand fait. les gens me disent Parce que que la Seconde Guerre l'histoire, mondiale, ça c'est veut. chiant, je comprends pas. Voilà, l'histoire, ça veut rien dire. Ça dépend de quel sujet dont on parle et de qui on parle, de quand on parle. Toi, tu vas dire, on va te dire, par exemple, Mélissa va sûrement te dire à Cyril, la Seconde Guerre mondiale, c'est chiant quand c'est des tanks et des gens qui se tapent dessus. Bon, bah, Et je parce que découvre elle, direct, ce hein. qu'elle préfère, c'est les gens qui meurent enfermés, par exemple. Donc, tu vois, chacun son. Waouh! Pour pas citer ce qu'il y a à citer. Donc, C'est de moi de quelqu'un de bizarre, hein, je te le dis, hein. mais je Non, renvoie nos moi, je auditeurs pense la réalité, hein. au superbe hors-série sur la Seconde Guerre mondiale. Mais vous aimez tous les deux une même période, mais pas pour les mêmes raisons. Alors qu'en fait, ces deux raisons sont absolument chouettes et très intéressantes. On va pas dire chouette. Bon, on va pas dire ça. Chouette, ouais, peut-être c'est pas le bon mot, chouette. La guerre, c'est pas chouette. Non, je veux dire, intéressante, quoi. Donc tout dépend. Tout est intéressant tant qu'on trouve le bon axe pour le rendre intéressant. Pour la
C'est ça. Bah, en fait, c'est ça. Moi, je suis d'accord. Tout peut être intéressant, le contexte, les personnes, le Bien sûr. sujet. Il faut juste que toi, tu sois un orateur et quelqu'un qui arrive à intéresser le public. Voilà. Oui, puis qu'il y ait un sens, Exactement. parce que Mm. constamment, chaque année, j'ai la même question de la part des élèves, c'est à quoi ça sert d'étudier Quoi ça l'histoire? sert? Et j'ai beau expliquer avec les arguments, mais en vrai, ils s'en foutent totalement parce qu'ils sont Mm. totalement maintenant dans la passivité totalement acceptée. Et je dis pas de s'engager politiquement ni quoi que ce soit, mais au moins d'avoir une analyse, d'avoir une réflexion par rapport à ce qui se passe. Et non, maintenant, ils sont devant la télé et c'est tellement cool de regarder ce qui se passe plutôt que de le comprendre. Et oui, mais ton cerveau, il aime bien, il aime pas le nouveau, la nouveauté et tout. Il aime bien être dans son petit truc cocooning et que tu le déranges pas trop. Donc, en effet, si c'est des gamins aussi, où t'es face à une génération où eux, ils sont avec les écrans depuis qu'ils sont nés, c'est pas super évident, quoi. Ouais, mais je trouve ça dommage. T'imagines que là, par exemple, avec tout ce qui se passe, l'actualité qui est super riche, tu peux t'amuser, enfin c'est mon petit jeu, je dirais, d'essayer de deviner quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qui va se passer ensuite, qu'est-ce qui va Tu se fais les passer 7 demain, différences, c'est ça? Oui, ouais, si on veut. En tout cas, j'essaie de faire Madame Irma. Et les élèves s'en fichent totalement. Ils vont manger la bouillie qu'on leur donne à midi, et c'est tout. Et c'est pour ça qu'on arrive avec des gens qui élisent des présidents complètement fous à la chevelure jaune. Et je trouve Son ça Goku. tellement incroyable. Évidemment, je parle de cette avec Sangoku. Mais par exemple, je sais pas, j'ai vu l'autre fois un truc BFM qui parlait de l'importance du Groenland pour la France, enfin pour l'Europe, et qui nous ont foutu le Groenland au bout de la Bretagne, en dessous de l'Islande. Quoi? Oui, oui, regarde l'image, elle est folle, ils ont réinventé la géographie. Mais vraiment, le Groenland, il est, allez, tu fais 2 brasses et t'es au Groenland, et le Groenland est entre le Canada et l'Islande au nord. Mais il faut le dire à tout le monde. Bah ouais, non, mais c'est clairement une île flottante, hein, elle s'est déplacée. Après, t'as des idiots outre-Atlantique qui disent comme quoi le Groenland est plus proche de la Russie que ne l'est les États-Unis, alors que t'as littéralement Oui, une île qui se trouve à 500 mètres d'une autre. dommage. Ah ouais, franchement. Mais du coup, les gens, vu qu'ils boivent la bouillie qu'on leur donne, les Américains, quand ils regardent la carte du monde, bah, ils la regardent avec un côté européano-centré. Et du coup, ils croient tout ça, parce qu'évidemment, tu vois le détroit de Bering, bah, tu vois que à gauche, c'est l'Alaska, et puis de l'autre côté, à droite, c'est le Kamtchatka. Et voilà, du coup, pour eux, oui, non, mais c'est super écarté. Non, non, mais bro, la Terre, elle est ronde. Les côtés de la carte, ils se touchent. Vraiment, et les gens n'arrivent pas à avoir de la réflexion, du recul. Et c'est, en vrai, à subir ça tous les jours, c'est infernal, hein, vraiment. J'arrête pas d'en parler, mais le métier est devenu vraiment très dur. Et même encore, je me demande, est-ce que j'ai pas envie de l'arrêter parce que... Ah oui, des fois tu te poses la question, ouais. Ah bon, en ce moment, je suis actuellement en pleine réflexion là-dessus parce que je trouve qu'il n'y a plus aucun sens à ce que j'enseigne. Et c'est peut-être Ok. très un peu orgueilleux, mais j'ai pas l'impression que les personnes, mes interlocuteurs, méritent ce que je leur dis, ce que je leur ouvre les yeux, tellement que ça n'a plus d'importance pour eux. Vraiment, si demain Ouais, il y a un dictateur qui décide d'enfermer une partie de la région dans des camps, eh ben, ils ils réagiront pas. l'accepteront parce que, Ouais. ouais, bon, on s'en fout. Ouais, ça nous touche pas nous, donc c'est pas grave. Mais en vrai, même si ça les touche eux, vraiment, ils ont un je m'en foutisme qui est stupéfiant. C'est c'est juste incroyable à voir, quoi. Hyper C'est très étonnée de t'entendre déprimant. parler comme ça, parce on a discuté de ça il y a même pas 2 ans, je crois, quand t'es venu taffer, et tu disais que t'adorais ton métier, que les élèves ils te surprenaient énormément, qu'il y avait des trucs qui étaient trop bien et tout. Ouais, donc ça veut dire qu'en même pas 24 mois, t'as un peu Ah viré de mais bord. totalement, hein. 24 mois, Ok. 4 établissements et en fait, c'est sociétal de voir ça et c'est une folie, vraiment, quand Ouais, on c'est en que t'as parle entre t'as tous la les profs, référence de faire plus d'établissements parce que t'es pas toujours dans le même. Donc ça te permet de voir le même constat partout en fait. oui, c'est ça. C'est pas juste que je suis dans un établissement où ils s'en foutent. C'est que là, on commence tous à se dire: «Oh là là, ça va devenir compliqué. Le niveau est devenu, fou». Non, vraiment, c'est absolument terrifiant. Là, vraiment, j'ai aucun espoir pour la France dans les années à venir. Là, c'est le constat qu'on se fait avec les collègues, Ah, là, c'est fini. La partie est perdue. Et sachant que la partie est perdue, j'ai même plus envie de me battre pour essayer de sauver les meubles. ouais. Ouais, ça c'est encore plus terrifiant, C'est ouais. très T'as triste Ah, ce que c'est perdu tu vraiment dis. toute la... terrifiant. Ouais, ouais, Bon, ouais, du ouais. coup, pour parler d'un truc plus joyeux, tu ferais quoi comme autre métier, Cyril, si tu pouvais faire ce que tu veux? Bah, en vrai, je sais pas, j'aimerais bien les animaux. Enfin, j'adore les animaux et je Ah, me dis, cool. il y a Bosser. une petite ferme pédagogique pas loin de chez moi. Faudrait que je Ah, vois ça. Vanias, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ou alors, j'aime bien le vide aussi, donc j'aimerais bien, je sais pas, être réparateur de lignes de tension, ou je sais pas, Ah, ça, il voir les paraît qu'il y a fils. toujours besoin, hein. Par contre, t'es toujours Bah sur la ouais, bon. route, mais Bah, je préfère en hélicoptère, mais ouais, pourquoi pas. non, mais parce qu'il faut te rendre à l'endroit où il y a besoin de réparer.
Non, mais je sais pas, du coup, je réfléchis à plein de choses, mais bon, après, ouais, je suis un peu perdu actuellement. Ok. Mais je suis désolé d'avoir fait remuer tout ça aujourd'hui, mais c'est aussi Ah, non, mais important c'est. d'avoir des témoignages comme ça pour dire que oui, effectivement, des gens pour qui le métier était une vocation il y a quelques années, est en train de devenir autre chose, quoi. Donc ça montre bien qu'il y a un vrai souci, effectivement, dans le pays au niveau de l'éducation nationale et pas que au niveau de l'éducation nationale en réalité. Pour le Donc coup, en vrai, l'éducation nationale, niveau histoire géo, alors autant les programmes, bon, franchement, voilà, mais ils sont très laxistes avec nous et on a le droit à faire des petits écarts, ou même des gros écarts. Au pire, ils disent, oh, c'est pas bien de faire ça, mais ça ira pas plus loin. Donc dans notre discipline, on a vraiment de la chance, mais c'est juste l'interlocuteur en face qui n'est pas du tout apte ni à entendre, ni à écouter, ni à comprendre. Et là, tous mes collègues, bon, la plupart sont proches de la retraite, parce que c'est un métier vieillissant, et ils sont tous giga impatients d'atteindre la retraite. Ils disent, là, le bateau est en train de couler, j'ai juste envie de partir avant qu'il soit coulé, et ils en sont heureux de ne pas voir ce que ça va être dans quelques années, parce qu'ils le savent très bien, enfin, on le voit tous. C'est vraiment délirant. et du coup, toi, Ah, ce que tu considères comme fautif, c'est plutôt l'éducation parentale, mais est-ce qu'il y a aussi d'autres faits de société, les réseaux sociaux, Ah le... oui, alors là, oui, évidemment. Les réseaux sociaux qui promeuvent absolument tout sauf l'intelligence, c'est un énorme souci. C'est vraiment, c'est plus qu'une blague, hein. Parce qu'autant les contenus sont dirigés vers ce qu'on peut aimer, évidemment. Donc, euh, donc voilà, on n'aura pas les mêmes choses sur nos réseaux, mais on n'imagine pas ce que les enfants voient et qui est constamment stupide en réalité. Vraiment, moi qui parle avec eux pour comprendre, pour voir, et mon Dieu, mais on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Alors heureusement, il y en a toujours quelques-uns qui me surprennent avec ah, mais moi je regarde toujours Hugo Décrypte alors qu'il a 12 ans. Je dis bon, ben, bien déjà. Il y en a d'autres qui vont jouer aux jeux vidéo, mais des jeux vidéo qui apprennent à coder, qui apprennent des choses intéressantes. Je dis ben, c'est très très bien, C'est pas mal, ouais. mais c'est tellement rare que je saurais te dire les quelques élèves qui le font. Alors que vraiment, les autres, ils mangent juste tout ce qu'on peut manger. Et en vrai, c'est même pas le problème que des enfants, hein, les adultes aussi. Mais moi, Facebook, je l'ai enlevé de mon téléphone. J'ai gardé Instagram pour mes 10 minutes de scroll quotidien. Et j'essaie de couper parce que je me rends compte que je deviens absolument débile. Entre ma sortie de prépa et maintenant, j'ai eu un lessivage de cerveau. Donc pour les enfants qui n'ont même pas eu le temps de le remplir, ils le vident déjà. C'est ça qui est inquiétant. On t'entend pas, Mélissa, si tu as dit quelque chose. alors, j'étais en train de réfléchir en fait sur Ouais. le fait que de toute façon, j'avais écouté la conférence d'un neurologue qui a travaillé depuis ces 15 dernières années sur le cerveau des enfants et sur l'impact des écrans en fait. Et qui disait que le problème de la génération de maintenant, c'est un problème qu'il n'y avait pas foncièrement avant. C'est qu'en fait, avant, les programmes de dessins animés, les réseaux sociaux, bah, les programmes de dessins animés, c'est à des très précises de la semaine, du week-end, et puis etc. Donc ça faisait un problème en moins. Une fois que ton gamin il avait fini son programme de dessin animé, bah, il sortait dehors. Ouais, tu veux dire que T'as c'était un deuxième programmé de souci, base, c'est quoi, que c'est ça. ouais, et puis du coup, Parce que tu coupes, donc j'essaie de il y a une traduire. balance dans sa journée, tu vois. Ah mince, ça coupe. Du Ouais, coup, ça a ça, coupé. ça, 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 ça fait une balance, en fait, tu vois, entre, voilà, tu regardes des trucs à la télé et tu vis des trucs en extérieur, tu fais des activités pour que ton cerveau, en fait, il travaille. Parce que c'est ça le truc, hein, c'est que ton cerveau, il faut qu'il travaille, il faut qu'il Ouais. parle, il faut qu'il fasse de l'expérience. Et le problème de cette nouvelle génération, c'est que du coup, vu que maintenant, aujourd'hui, t'as, tu sais, tout ce qui est les films, les dessins animés, tout ça, maintenant, c'est en continu, en fait. Genre, si tu veux regarder des dessins animés toute la journée sur Netflix, Ouais, tu tu peux. peux. Tu peux, alors qu'avant, c'était juste pas possible, en fait. Donc forcément, leur cerveau à eux, il a pas eu le temps de se développer aussi bien que les générations d'avant, ce qui fait que, bah, ils sont en manque de vocabulaire, en manque de mots, et que leur cerveau s'est pas développé correctement. Et c'est ce qu'il disait le scientifique que j'écoutais, c'est ça, c'est que leur cerveau s'est pas développé correctement et qu'à partir de là, tout ce qui va suivre après, ça sera forcément pas bien et pas bon pour eux. Parce qu'ils n'ont pas développé l'esprit critique, ils n'ont pas développé un vocabulaire assez conséquent, ils n'ont pas développé plein de choses. Voilà. Ah, Ouais. ça a encore coupé? Non? Non, non, c'est bon, c'est bon. Non, non, OK. on réfléchit Non, mais c'est aussi. vrai que l'esprit critique, c'est tellement quelque chose d'important et il n'y en a plus du tout. Et même en vrai, j'ai vu comme quoi il y avait même d'autres, enfin des études par rapport à d'autres problèmes. Le scrolling, par exemple, qui te crée des troubles neuronaux, je crois, dans l'addiction et autres. Tu penses aussi aux contenus qui sont très rapides, hein, tous les shorts, les réels, Mmh. qui créent des dépressions. Parce que du coup, t'as pas le cerveau commence à être stimulé et directement la vidéo se termine.
et le cerveau n'a pas eu le temps de trouver une récompense. Ça fait que les élèves commencent à déprimer sévère. Alors, le nombre de dépressions qu'on a dans les classes, alors qu'ils n'ont pas l'âge de déprimer. Et je sais plus, il y avait un reportage qui disait comme quoi, auparavant, il y avait une personne sur 10 admise à l'hôpital la nuit qui était un enfant qui était en dépression avec tentative de suicide. Maintenant, ils disent que c'est 7 sur 10. Parce que c'est devenu ultra courant, perte de sens dans la vie, mais aussi à cause tout simplement des réseaux qui leur créent une dépression. Et c'est ça qui, je trouve, incroyable, c'est que juste le scrolling te rend malade, au sens propre Ouais. du terme. Ou après, tu dois aller à l'hôpital. Et c'est quelque chose qui est tellement, ça paraît tellement loin, et pourtant c'est tellement présent chez eux, que c'en est triste. Et aucun parent n'a envie de réagir par rapport à ça. Et alors après, c'est toujours facile, encore une fois, je suis pas parent. Et je me dis toujours, bah, si j'ai un enfant, je ferai pas ça, etc. Mais je sais pas, je me dis, quand on voit toutes ces analyses, tous ces résultats scientifiques, mais il y a tellement une urgence à faire quelque chose là-dedans. Et, euh, Par et exemple, il me on- semble que les Australiens ont interdit l'accès aux réseaux sociaux aux au moins enfants de de moins 15 de ans, 16 ouais. ans, je crois, ou moins de 15 ans. Et ça, c'est quand même une mesure qui est quand même, je trouve, assez forte compte tenu du lobbying sont capables de faire les grands groupes style Meta, etc. Et nous, on n'a pas les Totalement. couilles de faire un truc comme ça, alors que ça Bah, nous devrait aussi, ça être devrait déjà fait, rentrer en quoi. vigueur en septembre. Je crois En qu'en septembre, septembre, ah ouais? c'est rentré en vigueur. Et j'ai trouvé qu'au contraire, ils ont été assez précis. Ok, Parce qu'ils veulent retirer tous les contenus qui vont être vidéos courtes. Genre WhatsApp sera encore accessible, mais juste la partie message, pas la partie story. ok. Donc ils veulent vraiment recentrer pour enlever les vidéos courtes. YouTube, par exemple, ils pourront plus voir des vidéos courtes, mais des vidéos longues uniquement. Ok, donc plus de short alors. Ok. Bah, très bien, parce Voilà, que c'est vrai que des trucs qui rendent c'est débile. cette dépendance aux shorts TikTok, Insta, YouTube, où même toi, tu vois que des fois, t'as toujours l'envie d'aller voir ce qu'il y a après, parce que peut-être que c'est mieux que ce que t'as vu là, et ça te donne un micro-dose de dopamine qui te était retirée juste après, c'est insupportable. Ça, plus les Exactement. pubs, il y a de plus en plus de pubs sur les réseaux sociaux, moi j'en peux plus. Donc C'est insupportable, je pète des câbles t'imagines dessus, quand ton quoi. cerveau il est pas formé correctement, à quel point du coup c'est un peu comme si c'était des cerveaux, tu sais, les enfants de 6-7 ans qui piquent des crises là parce que bah ils arrivent pas encore à gérer leurs émotions et tout Ouais. parce que leur cerveau il est immature. En fait là c'est la même chose. C'est demander à des cerveaux des cerveaux immatures de faire ce que toi tu fais. Et moi je trouve ça hyper difficile. Déjà moi m'arrêter des fois de scroller, de dire faut que t'arrêtes. Là, tu fais ça depuis trop longtemps alors que tu fais ça depuis 20 minutes, hein, tu vois, ce qui est pas énorme, mais en fait ça l'est quand même. Donc toi, tu arrives tu sais, à te faire forcing, mais parce que toi, ton cerveau, ça y est, c'est bon, il est fait, il est nickel, il est machin. Et eux, leur cerveau, il est pas encore fait. Et tu peux pas leur demander cette gymnastique-là. Et puis il y a la société qui aide pas, parce que je veux dire, maintenant, même les films, en fait, on a remarqué, la fois on en parlait, tu sais, qu'il y a de plus en plus de cuts et qu'ils faisaient de plus en plus de cuts parce qu'il fait que ton cerveau, en fait, dopamine à fond, quoi. C'est ça, Ouais. ouais. La Les société, scènes longues sont devenues, sont plus du tout la norme. regarde, je pense que tu mets un gamin de 16 ans aujourd'hui devant. Putain, le film que je kiffe trop, là, que j'ai trop aimé, avec Harrison Ford quand il était encore jeune, dans un univers un peu Blade Runner? dystopique. Blade Runner, voilà. Tu les mets dans Blade Runner, je pense qu'ils décrochent tous au bout de 15 minutes, parce que ce film est lent, tu vois, alors qu'il est génial. Enfin, voilà. La société aide pas, puisque les productions, les livres, hein, je sais pas si on n'avait pas discuté de ça, Marc. Ou ma Ouais. mère, du coup, vu qu'elle avait le club des 5 et tout, quand j'écoutais le mec, le scientifique sur le cerveau des gamins, il Ouais. disait que lui aussi, il lisait le club des 5. Ok. Et qu'en fait, il a voulu le faire découvrir à sa gamine de l'époque qui avait 10-12 ans, et elle était en capacité de le lire, parce qu'à 10-12 ans, bah non, tu lis bien. Bah, bravo, ouais. Et donc, du coup, il retrouve pas les siens, donc bah, il va en acheter. Et en fait, quand sa fille le lit avec lui, et ben, il est un petit peu étonné parce que il se souvient pas de ces mots-là. Ok. Il se souvient pas de ces mots-là. Il avait l'impression aussi il a l'impression que les mots que lit sa fille sont vachement plus simples que ce que lui, il avait lu au même âge. Donc, du coup, il fait l'effort et il va retrouver les vieux trucs du Club des 5 que lui, il avait lu. Et il avait raison. La nouvelle traduction et la nouvelle édition, en fait, du Club des 5, et ben, elle est vachement plus facile avec des mots qui sont pas au niveau des gamins de 10-12 ans. Ok. En fait, on n'arrête pas à chaque fois de baisser le niveau, tu baisses, tu baisses, tu baisses, tu baisses, tu baisses au niveau. Et donc, du coup, après, on s'étonne que les gamins, au même âge que nous, à 30 ans d'écart, ils font pas les mêmes choses que nous. Mais si à chaque fois, tu fais que baisser le niveau, tu mets plus de mots compliqués, Ouais. bah, ils font comment pour cultiver leur cerveau et pour que ce cerveau immature, il commence à grandir et qu'il devienne ce qu'il est censé être quand il est censé être adulte. Le fameux Voilà, lexique qui diminue chez les jeunes. Ouais. c'est ça. C'est vrai que là, je lis en ce moment Erreur, une histoire en 1848 d'un navire qui cherche le passage du Nord-Ouest. Et le livre est très long et il a une écriture qui est parfaitement sortie de 1848, alors qu'il est écrit en 2000 et quelques. Et c'est super agréable,
même si compliqué, de revoir des mots qu'on n'utilise absolument jamais et une certaine tenue, un certain langage soutenu. Ouais. Et c'est vraiment, ça fait du bien. C'est comme, je sais pas si vous connaissez le sénateur, alors je sais plus je crois qu'il est du parti du centre, mais bon, un sénateur français qui a eu le prix d'ailleurs cette année de l'humour politique. Ok. Et ses discours sont superbes. Alors après, il dit ce qu'il dit, mais le vocabulaire qu'il emploie et tout, oh là, je me dis, mais si seulement tous nos représentants parlaient comme ça, ce serait tellement c'est sûr plus intelligent. que oui, mais en politique, les discours sont de plus en plus nazes. Hein. Faut dire ce qui est. Ah oui, oui. Où il y a De une tous les tenue de bords. parole, une manière de débattre qui est devenue vraiment. Bah, c'est celui qui hurle le plus fort qui Aura des pâquerettes, quoi. Ouais, aura des pâquerettes et puis entre leur capacité à mentir toutes les 2 secondes aussi, mais ça c'est un autre sujet. Que Clément Viktorovitch appellerait la logocratie, pardon, livre que j'en profite pour vous conseiller dès à présent. Cela dit, très chers amis, ça fait maintenant 1h09 que nous tournons. Nous avons refait le monde en parlant au début d'histoire. Vous voyez, c'est ça le concept de l'émission. Et on finit par parler d'éducation et on allait finir par se perdre en politique. Est-ce que vous avez envie de dire une dernière chose avant qu'on se quitte ou pas? Moi j'ai envie de dire un mot positif, hein, que tant qu'il y aura des gens pour essayer d'aller à contre-courant de ce que la société essaye de nous imposer et qui, semble-t-il, somme toute logique, n'est pas pour le bien commun, il y aura une petite bataille de gagner, mais je dis bien une toute petite bataille et pas la guerre, mais ça c'est mon côté positif, j'imagine. Ok, ça marche. Et toi, Cyril, un petit mot positif peut-être pour la fin aussi? Je sais pas, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. C'est positif. Très très C'est positif. positif. Merci à tous les deux d'avoir bien voulu Merci. m'accompagner sur cette émission. Je vous applaudis. Ça m'a fait très très plaisir de vous avoir. Les auditeuristes, Pareil. dites-nous en commentaire si cet épisode vous a plu, partagez-le si vous a plu aussi. C'était le dernier épisode de cette nouvelle session de Rien et de Tout. Il y en aura d'autres de prévus. Normalement, j'avais un autre enregistrement ce soir, mais il vient d'être annulé à l'instant. Donc, je ne sais pas quand est-ce qu'aura lieu la deuxième session de Rien et de Tout que je vous ai prévue. Dans tous les cas, les vidéos ne s'arrêtent pas là. Il y en aura d'autres. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne secondaire si vous aimez les actual play. On en a plein qui tombent. Là, on a de quoi publier jusqu'à la Saint-Glinglin. Voilà, sur ce, on vous fait des gros bisous à toutes et à tous et on va se dire au revoir nous de notre côté en off. Ciao, 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 ciao. N'oubliez pas de dire au revoir. Au revoir, bisous tout le monde. Allez, ciao.